Selon les dossiers du département des corrections, il a été libéré fin mars après avoir purgé une peine de 10 ans pour enlèvement dans le comté d'Oklahoma. Kalia Jolene Guyton est née le 9 juillet 2019 de sa mère, Chelsea Guyton, et de son père, Cody Buckingham. Kalia avait une personnalité éclatante, des yeux qui illuminèrent la pièce et un sourire qui réjouissait tous ceux qui la connaissaient. Kalia apportait tellement de joie, de bonheur et un sentiment de chez-soi à tous ceux qu'elle connaissait. Kalia adorait Minnie Mouse, Baby Shark, les animaux et explorer et apprendre de nouvelles choses. Kalia vivait à Grand Prairie, Texas, où ses grands-parents avaient sa garde. Cependant, sa mère, Chelsea, et son père, Cody, l'emmenaient en Oklahoma en avril 2022 pour rendre visite à ses autres grands-parents. Donc, les grands-parents de Kalia vivaient à Enid, en Oklahoma, et ils s'appelaient Janine Spank et Charlie Brown. Ils vivaient actuellement au Grand Prairie Motel. Lorsque Kalia et ses parents sont arrivés pour leur visite en avril 2022, ils allèrent séjourner dans la même chambre d'hôtel que Janine et Charlie, avec 2 chiens de la famille. En fait, ce motel est bien connu des habitants comme un lieu de rendez-vous populaire pour les consommateurs de drogue, ainsi que pour les prostituées. Donc, le 27 avril 2022, Kalia et sa grand-mère, Janine, sont sortis prendre un petit déjeuner tardif. En revenant à la chambre de motel après le petit déjeuner, tout le monde était déjà réveillé. Janine devait aller travailler à 14h30, alors elle a commencé à se préparer. Un peu plus tard, Kalia est descendue avec son grand-père Charlie jusqu'à la machine à glace du motel. Pendant qu'ils prenaient de la glace, Kalia et son grand-père sont tombés sur un homme nommé Michael Geiger. Michael travaillait actuellement pour l'hôtel en tant que plombier. En échange, il lui avait fourni 2 chambres d'hôtel communicantes. Michael a souri à Kalia, 2 ans, lui a offert des bonbons et dit qu'elle était jolie. Kalia, ne sachant pas si elle pouvait accepter des bonbons d'un inconnu, a regardé son grand-père qui lui a dit que c'était d'accord. Et un peu plus tard dans la journée, les parents de Kalia, Chelsea et Cody allaient croiser le même client de l'hôtel, Michael Geiger. Quand ils l'ont croisé, Michael les a invités à revenir dans sa chambre plus tard dans la soirée pour qu'ils puissent boire un verre et aussi consommer de la drogue, en particulier de la méthamphétamine. Donc, un peu plus tard dans la soirée, Chelsea, Cody, Charlie et Kalia sont tous allés nager dans la piscine intérieure du motel. En revenant dans leur chambre, Charlie a dit qu'il s'était endormi entre 20h30 et 21h. Et quand il s'est endormi, Chelsea, Cody et Kalia étaient dans l'autre lit de la chambre du motel, encore réveillés. Chelsea et Cody prévoyaient d'aller dans la chambre de Michael une fois Kalia endormie. Alors, ils ont attendu que la petite fille se soit endormie, puis ils se sont faufilés hors de la chambre pour aller traîner avec ce nouvel ami à eux. Mais il y avait de sérieux signaux d'alerte concernant Michael, alors que les parents de Kalia étaient dans sa chambre de motel avec lui. D'abord, il a offert à Chelsea 5 000 $ pour passer 24 heures avec lui. Chelsea a refusé, mais a mentionné qu'une amie pourrait être intéressée par sa proposition. Michael a trouvé l'idée excellente, alors Chelsea est sortie de la chambre pour appeler son amie et vérifier son intérêt. Pendant que Chelsea était dehors en train de passer cet appel, Michael a dit à Cody qu'il allait aller dans sa chambre attenante pour se masturber. Pourquoi quelqu'un serait resté après ça devait être uniquement pour la drogue, parce que... Après l'appel, Chelsea et Cody ont frappé à la porte de la chambre attenante pour dire à Michael qu'ils allaient chercher l'amie, car elle avait accepté son offre. Et comme le type bizarre était là-dedans en train de se toucher à ce moment-là, il a ouvert la porte complètement nu. Et en plus de ce comportement déjà inquiétant, il a fait une remarque étrange aux parents ce soir-là. Il avait dit à Cody et Chelsea plus tôt dans la soirée que leur fille, Kalia, était mignonne, mais trop jeune pour lui. Donc, les parents de Kalia sont partis du motel vers 23h30 pour aller chercher cette amie pour Michael. Maintenant, le grand-père de Kalia, Charlie, qui dormait dans la chambre du motel, a été réveillé à peu près au même moment où Cody et Chelsea sont partis, à 23h30. Il a été réveillé par l'arrivée de Janine, ce qui a fait aboyer les chiens. Lorsque Janine est revenue au motel, elle a remarqué que la porte de la chambre était entr'ouverte et que Kalia n'était plus dans son lit. Les grands-parents savaient que Cody et Chelsea étaient sortis avec Michael, mais ne pensaient pas qu'ils auraient emmené Kalia. Comme elle n'était pas dans son lit et que Charlie l'avait vue pour la dernière fois avec ses parents, ils ont supposé qu'il l'avait emmenée. Ils ne se sont pas inquiétés à ce moment-là, mais quelques heures plus tard, quand Cody et Chelsea sont revenus au motel,
ils ont frappé à la porte de Michael sans obtenir de réponse. La porte n'étant pas verrouillée, ils l'ont ouverte et regardé dedans, mais il n'y avait personne. Et l'autre chambre de motel que Michael avait, cette porte était verrouillée et personne ne répondait. À ce moment, les parents de Kalia et l'ami ont cherché Michael autour du motel. La réceptionniste a suggéré que Michael était peut-être près de la piscine, alors ils s'y sont rendus. Et lorsqu'ils sont arrivés à la piscine intérieure, ils ont trouvé la petite Kalia, flottant dans l'eau avec un short orange des Texas Longhorns enroulé fermement autour de son cou. Le même short orange que Michael Geiger portait plus tôt dans la journée. Cody a sorti la petite fille de l'eau et a tenté de lui faire un massage cardiaque. En même temps, un membre du personnel du motel a passé un appel affolé au 911. C'est son bébé? S'il vous plaît, quelqu'un venez, je vous en prie, que quelqu'un vienne tout de suite, s'il vous plaît. Vous êtes où? Oh mon Dieu, je suis à l'hôtel Grand Prairie. Et c'est une petite fille qui est dans la piscine, elle s'est noyée. Cette dame et ces deux personnes viennent juste de descendre pour la chercher. Et elle était dans la piscine et elle a dit qu'elle s'est noyée. S'il vous plaît, faites venir quelqu'un tout de suite. Oh mon Dieu, elle est toute bleue. S'il vous plaît, faites venir quelqu'un immédiatement, madame. Les secours arrivent. Je vais vous expliquer comment faire un massage cardiaque. Le massage cardiaque, mais je dois dire que je pense que ce bébé est décédé. Son visage et ses extrémités sont bleus. Il ne bougeait pas. Suite à cet appel d'urgence, la police est arrivée au Grand Prairie Motel le 28 avril. Ils ont pratiqué un massage cardiaque sur la petite Kalia jusqu'à l'arrivée de Life EMS qui l'a emmenée au centre de santé Basse-Baptiste d'Integra, où elle a été déclarée morte. Kalia avait été jetée dans la piscine depuis le balcon du 2e étage. Et une autopsie révélera plus tard qu'elle était encore en vie lorsqu'elle a été jetée dans la piscine. Elle était morte d'un manque d'oxygène dû à une strangulation ainsi qu'à une noyade. Et Kalia a également subi des blessures associées à une agression sexuelle violente. La police avait découvert 2 cartes clés de motel dans le short orange qui étaient enroulées autour du cou de Kalia. Et ces 2 cartes clés appartenaient aux 2 chambres de motel de Michael Geiger. Lorsque la police s'est rendue dans les chambres de motel, Michael était introuvable. Cependant, ils se sont retrouvés face à une scène de crime sanglante. Il y avait une quantité importante de sang retrouvée sur le sol ainsi que sur le lit. Il y avait aussi une culotte de petite fille à motif Baby Shark retrouvée sur le sol, avec du sang à l'intérieur. Les autorités ont également trouvé un jouet sexuel artisanal pour adultes, un fleshlight, qui contenait une chaussette correspondant à une autre retrouvée dans l'autre chambre de motel de Michael et qui avait du sang et un liquide ressemblant à du sperme à l'intérieur. Ils ont également trouvé des vêtements de petite fille, une culotte champion correspondant à une autre culotte retrouvée dans l'autre chambre, ainsi qu'une boucle d'oreille rose à clous qui manquait à la petite Kalia lorsqu'elle a été retrouvée. Dans l'autre chambre de Michael, la police a trouvé une bouteille de jus identique à celle de la chambre de la famille de Kalia, ainsi que des bonbons gélifiés en forme de verre sur le lit, d'une manière qui ne semblait pas être un accident, ce qui signifie que les bonbons avaient très probablement été placés là pour attirer un enfant. Et lorsque les détectives ont allumé la télévision, elle diffusait des dessins animés sur Nickelodeon. Ce malade, Michael, avait attiré Kalia dans sa chambre, puis l'avait brutalement agressée et assassinée. Michael avait été vu pour la dernière fois quittant le hôtel à 23h47 par un employé de l'hôtel ainsi que sur les images de vidéosurveillance, et il portait des gants tout en tenant ce qui semblait être soit une serviette blanche, soit une thé d'oreiller blanche. Trouvant ce comportement étrange, la réceptionniste a alerté un agent de maintenance qui est monté aller voir Michael. Et quand il l'a fait, il a vu Michael sortir tranquillement de sa chambre avec ce qui semblait être une poupée. Mais Michael avait déjà quitté l'hôtel avant l'arrivée des premiers secours, car cela faisait presque 2 heures qu'il était parti avant qu'il n'arrive. Un maître chien a tenté de retrouver la trace de Michael, mais son odeur s'est dissipée près de Richland Road quand la pluie a commencé. Et après une recherche de 7 heures, à 9h13 du matin, Michael a été vu sur le toit d'une entreprise voisine puis placé en garde à vue. Les agents affirment qu'il a été retrouvé avec du sang sur les mains et le corps. Michael Geiger a été inculpé de crimes graves, notamment de meurtre au 1er degré, de viol au 1er degré, d'enlèvement et de cambriolage au 1er degré.
Donc, ce monstre appelé Michael n'a pas avoué avoir commis les crimes contre Kalia. Il a cependant admis avoir occupé 2 chambres au Grand Prairie Motel, ainsi qu'avoir vu Kalia et lui avoir offert des encas le 27 avril. Maintenant, Michael n'aurait pas dû travailler dans ce motel parce qu'il avait un passé criminel violent et il venait en fait d'être libéré 1 mois plus tôt de la détention de l'administration pénitentiaire le 29 mars 2022. Il venait de purger une peine de 10 ans pour enlèvement. Et Michael s'était également vu refuser une libération conditionnelle en octobre 2021 en raison de multiples incidents de comportement pendant son incarcération. Ces incidents comprennent la consommation de méthamphétamine en prison, le fait d'avoir blessé un agent pénitentiaire et des violences envers d'autres détenus. Il purgeait une peine pour une affaire de drogue devenue vol de voiture où il avait tenu la victime en joue avec une arme à feu. Il avait également des antécédents d'agression sur des enfants. En 1992 puis en 1993, Michael a commis plusieurs actes distincts d'agression sexuelle sur une jeune fille de 13 ans. Et Michael est également un membre connu de la United Aryan Brotherhood. Et bien que cela ne soit pas confirmé, il est dit que Michael a pu obtenir le poste au motel parce que sa sœur y travaillait comme directrice. À sa première audience, Michael a plaidé non coupable et a été maintenu en détention sans possibilité de libération sous caution. À ce moment-là, l'accusation de cambriolage a également été abandonnée. À présent, les procureurs demandèrent la peine de mort contre Michael, car il avait déjà été condamné pour un crime impliquant l'usage ou la menace de violence envers une personne, et parce que le meurtre était particulièrement odieux, atroce ou cruel. Et il existe une probabilité que Michael commette à nouveau de tels actes à l'avenir. Certaines choses dans cette affaire ne tiennent pas debout. Janine, la grand-mère de Kalia, est revenue au motel à 23h30. C'est à peu près au même moment que Cody et Chelsea ont dit être partis chercher cette autre femme pour Michael. Après leur départ, Cody a affirmé avoir bien verrouillé la porte de la chambre du motel. Charlie, le grand-père, avait l'une des clés de la chambre du motel et Cody avait la deuxième. Donc Michael ne pouvait pas avoir de clé non plus. Maintenant, le personnel de l'hôtel a dit que 17 minutes plus tard, à 23h47, c'est à ce moment-là qu'ils ont vu Michael porter une silhouette ressemblant à une poupée hors de sa chambre. Cela ne lui aurait pas laissé assez de temps pour sortir Kalia de sa chambre, l'agresser, la tuer, puis être vu en train de la porter hors de sa chambre. Et lorsque Chelsea et Cody sont partis à 23h30, ils ont dit à la police qu'ils étaient partis pendant environ 1 heure, ce qui les aurait fait revenir au motel à 0h30, 1h du matin au plus tard. Cependant, les premiers intervenants ne sont arrivés qu'à 1h47 du matin, donc il y a près d'1 heure qui manque. La grand-mère de Kalia, Janine, a également dit à la police qu'elle avait été réveillée par Cody, qui frappait à la porte en demandant où était Kalia. Maintenant, il pensait que Kalia était dans la chambre avec ses grands-parents. Alors, pourquoi aurait-il frappé à la porte en panique? De plus, si Kalia avait été emmenée de la chambre du motel, pourquoi les chiens n'ont-ils pas aboyé alors qu'ils l'avaient fait quand Janine était rentrée? Et si Michael avait réussi d'une manière ou d'une autre à emmener Kalia sans que les chiens n'aboient, comment aurait-il aussi pu prendre des bouteilles de jus en plus sans que les chiens se réveillent et aboient? On a aussi dit que la mère de Kalia montrait peu d'émotion lors de la cérémonie commémorative organisée pour elle. Et elle a également reçu une ordonnance restrictive au motel pour avoir menacé le personnel. La famille a aussi ouvert une cagnotte GoFundMe pour financer les frais d'enterrement de Kalia. Cependant, la communauté s'est battue pour la faire supprimer en raison de l'enquête en cours et du comportement des membres de la famille. En plus de cela, les frais d'obsèques de Kalia étaient déjà pris en charge par le Fonds des victimes de l'Oklahoma, qui accorde entre 7 000 et 10 000 $. Cody et Chelsea poursuivent maintenant le motel en justice pour 75 000 $ en lien avec la mort de Kalia. Ils affirment que les caméras de sécurité dans les couloirs ainsi qu'à d'autres endroits dans l'enceinte du motel étaient en panne. Ils ont aussi affirmé que les portes défectueuses des chambres du motel ont permis à Michael d'atteindre facilement leur fille Kalia. Et en novembre 2023, Michael Geiger a été déclaré inapte à être jugé. Il a été constaté qu'il souffrait d'un trouble délirant. Il était incapable de comprendre la nature des accusations portées contre lui et il était incapable d'aider son avocat dans sa défense. Un plan de traitement a été ordonné pour rétablir l'aptitude de Michael à être jugé afin qu'il puisse plus tard être déclaré apte à subir son procès. Un mémorial avec peluches et ballons a été installé près de l'entrée de l'hôtel en hommage à la petite Kalia.
Le 29 avril, des personnes ont allumé des bougies et des motards ont fait vrombir leur moteur pour honorer la vie de la fillette. Beaucoup de personnes présentes portaient du rose, la couleur préférée de Kalia. Merci d'avoir écouté toute l'histoire de Kalia aujourd'hui. Ce que ce monstre a fait à son pauvre petit corps est tout simplement horrible. Et il y a tout simplement trop d'incohérences et de choses suspectes dans cette affaire pour que je croie que Chelsea et Cody n'en savent pas un peu plus qu'ils ne le disent à la police. Ont-ils peut-être laissé Kalia avec Michael quand ils sont allés chercher leur ami? Peut-être l'avait-il amenée plus tôt, elle s'était endormie dans sa chambre et il prévoyait de la récupérer plus tard. Ou peut-être qu'ils avaient en fait donné Kalia à Michael en échange des 5 000 $ plutôt que leur ami, comme il l'avait dit. Il y a quelque chose dans le cas de Kalia qui ne colle pas. Ce matin, il y a plus de questions que de réponses, et des vacances de luxe se sont transformées en cauchemars pour 2 jeunes mariés américains. Christy Chen, âgée de 36 ans, a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel aux Fidji. Christy Chen était enfant unique et elle est née en août 1985. Elle aimait voyager avec sa mère lors de voyages extravagants et on la décrivait comme très gentille, généreuse, sociable, attentionnée et drôle. Ses nombreux amis disaient qu'elle n'avait pas une once de méchanceté en elle et qu'elle voulait toujours que tout le monde se sente inclus. C'était le genre de personne qui pouvait se lier d'amitié avec n'importe qui. Christy était également très proche de sa famille, surtout de sa mère. Elle adorait aussi les chiens et courir des marathons. Christy avait étudié la pharmacie à l'université Christian Brothers de Memphis. Pendant ses études, elle travaillait comme boulangère. Après avoir obtenu son diplôme, Christy est devenue pharmacienne dans un supermarché Kroger du coin. En novembre 2021, Christy Chen, âgée de 36 ans, a commencé à sortir avec Bradley Dawson, âgé de 38 ans, qui était spécialiste en informatique pour une organisation à but non lucratif basée à Memphis. Ils s'étaient connus en organisant l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie et s'étaient rapprochés grâce à leur passion pour la course de fond. Christy et Brad sont rapidement tombés amoureux et se sont mariés seulement quelques mois après leur rencontre, le 18 février 2022. Ils se sont mariés à Memphis, Tennessee et ont eu un magnifique mariage, dégustant crevettes et steaks à la réception. Le couple semblait extrêmement heureux lors de leur grand jour. Les amis de Christy craignaient qu'elle ait épousé un homme rencontré récemment, mais espéraient que tout irait bien et qu'elle avait trouvé l'amour. Non seulement leur relation avait été extrêmement brève, mais Bradley venait tout juste d'obtenir la finalisation de son divorce avec sa première épouse le mois précédent, en janvier. Ce mariage n'avait duré que 2 ans. Et il paraît qu'il avait en fait épousé sa première femme au même endroit où il allait passer sa lune de miel avec sa nouvelle épouse, Christy. Après leur mariage, Christy et Brad avaient également acheté ensemble une maison à 150 000 $ à Memphis. Le couple a toutefois choisi d'attendre juillet pour leur lune de miel, apparemment financée par les parents de Christy. Et ils ont décidé de voyager jusqu'aux îles Fidji, où ils séjourneraient à Turtle Island, une station balnéaire chic où les villas commencent à 100 $ la nuit, avec un minimum de 5 nuits. La station de luxe propose des villas privées à seulement 14 couples à la fois, et les invités arrivent généralement sur l'île en hydravion. C'est aussi la station balnéaire où le film des années 80, Le Lagon Bleu, avec Brooke Shields, a été tourné. Christy était tellement impatiente de passer sa lune de miel au paradis avec l'amour de sa vie. Elle avait hâte d'y aller. Comme je l'ai dit, Bradley s'était en fait déjà marié aux Fidji auparavant, et lui et son ex-femme avaient également séjourné exactement dans la même station balnéaire. Quelque chose que Christy n'aurait pas su. C'est étrange de se marier là-bas, que le mariage échoue, puis d'y retourner pour la lune de miel. Le 8 juillet, un jour après leur arrivée aux Fidji, Christy et Brad ont assisté à une fête au complexe appelée soirée familiale. Ils s'amusaient tous les deux, mais en buvant plus, des tensions sont apparues dans le couple. Et Bradley a commencé à danser de façon inappropriée avec une autre femme présente à la fête. Lors de sa lune de miel. Le couple a fini par quitter la fête, mais leur dispute a continué sur la plage avant qu'ils ne retournent ensuite à leur bungalow privé vers minuit. Peu de temps après, les invités du bungalow voisin, qui étaient à plusieurs mètres de distance comme vous pouvez le voir sur la photo, ont entendu une dispute, un cri fort, puis le silence.
Le lendemain matin, Christy et Brad ont manqué le petit déjeuner, puis également le déjeuner. Leur majordome, constatant leur absence, s'est rendu à leur bungalow pour vérifier la situation. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre semblait vide, mais ensuite, elle s'est tournée et a regardé dans la salle de bain. Et là, elle a vu le corps meurtri et ensanglanté de Christy, coincé et affaissé dans un minuscule espace entre les toilettes et le mur. Le couvercle du réservoir d'eau des toilettes était également retiré et fissuré, cassé. Et Bradley était introuvable. Christy avait subi de multiples blessures traumatiques au corps et aux épaules, des lacérations au visage et un traumatisme crânien causé par un objet contondant. Le majordome a immédiatement contacté la police et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont découvert que Brad avait laissé sa montre GPS et son téléphone portable. Cependant, il avait emporté son portefeuille et son passeport partout où il allait. Bradley avait en fait été vu en train de marcher sur toute la longueur de Turtle Island aux premières heures du matin, entre 2h et 3h. Il a ensuite été vu retournant au bungalow privé partagé avec Christy. Mais même s'il avait été si proche il y a seulement quelques heures, Bradley ne serait retrouvé que 36 heures plus tard. Il serait aperçu le 10 juillet vers 15h et il semblait qu'il avait essayé de rejoindre l'île principale des Fidji. Brad avait pris un kayak et parcouru environ 2 km jusqu'à une autre île fidjienne, mais il avait été aperçu avant de pouvoir aller plus loin. Le kayak qu'il disait avoir pris n'a jamais été retrouvé. Au moment où il a été retrouvé, Bradley avait sur lui son passeport, une carte de crédit appartenant à Christy, sa carte d'identité, la carte d'identité de Christy et 1 000 $ en espèces. Une responsable de l'hôtel qui avait assisté à la même fête la veille a appelé la police fidjienne dans la ville voisine de Lautoka, à Marakawa-Levo. L'île, à moins d'1 heure d'un aéroport international. C'est cette responsable qui avait retrouvé Bradley après l'avoir croisé. Bradley, à ce moment-là, avait des ecchymoses et saignait des paumes et des pieds, ce qui, selon la responsable, pouvait simplement provenir d'une chute sur du corail. La responsable du complexe a été très surprise de voir Bradley sur l'île, car ce n'est pas une île que les touristes visitent souvent. Il n'y a principalement que des habitants. Il a également remarqué que Bradley empestait l'alcool et avait un air quelque peu troublé. Quoi qu'il en soit, Bradley affirmait avec insistance qu'il allait bien. La responsable, cependant, a insisté pour qu'il s'asseye et lui a donné de l'eau pendant qu'elle allait contacter la police. Bradley n'a pas dit clairement qu'il avait tué sa nouvelle épouse, Christy, mais il répétait sans cesse qu'ils s'étaient disputés. Une équipe de 3 policières est rapidement arrivée à Marakawa-Levu Island pour ramener Bradley à Turtle Island, puis à Lautoka, sur l'île principale des Fidji, où il a été détenu et inculpé de meurtre. Les parents de Christy sont arrivés aux Fidji quelques jours après avoir appris sa mort. En voyant son corps à la morgue, ils ont été choqués. Elle n'arrivait pas à croire à quel point elle avait été battue. C'était en fait tellement grave qu'on a dit qu'ils n'avaient pas pu embaumer Christy. Apparemment, elle avait subi de profondes lacérations sur le côté de la tête et près des yeux, par lesquelles le liquide d'embaumement se serait échappé. Cependant, des thanatopracteurs aux États-Unis contestent cela, affirmant pouvoir embaumer presque n'importe qui. Quoi qu'il en soit, ses parents ont finalement fait incinérer ses restes avant de rentrer aux États-Unis avec elle. La famille de Christy est extrêmement bouleversée et l'avocat de la famille a déclaré que si, pour une raison quelconque, Bradley n'est pas tenu pénalement responsable, ils engageront une action civile ainsi que toute action en justice possible contre le Turtle Island Resort. Selon la police, peu de temps après son arrestation, Bradley a admis avoir tué sa femme, mais il a refusé de signer une déclaration écrite de cet aveu. Et après avoir engagé un avocat, Bradley a affirmé qu'il n'avait jamais fait d'aveu à la police. Cependant, il a également refusé de fournir aux enquêteurs un échantillon de son ADN. À la place, Bradley a détaillé les événements de la nuit, y compris ce qu'il aurait qualifié de bagarre violente sous l'effet de l'alcool qui avait laissé Christy blessée, mais toujours en vie peu de temps avant qu'il ne quitte l'île en kayak. Selon le récit de Bradley, lors de la soirée, Christy a pris quelques shots. Il a décidé qu'il voulait un peu de cava puis danser au rythme de l'animation. Lui et Christy sont ensuite retournés au bungalow après cela. Il a dit qu'il y avait aussi eu une dispute en chemin, mais qu'il était tellement ivre qu'il ne se souvenait plus de quoi il s'agissait. Il a dit que lorsque le couple est revenu à leur bungalow, ils se sont changés pour aller se coucher
et il a essayé de faire un câlin à Christie pour se réconcilier après leur dispute, mais elle n'en voulait pas et s'est demandé si elle voulait encore être avec lui. Ensuite, selon Bradley, leur dispute s'est déplacée dans la salle de bain où Christie l'a poussé et il a perdu le contrôle. Ils se sont bagarrés. Bradley a dit que le réservoir des toilettes s'est cassé et que la vitre d'une fenêtre s'est également brisée. Et quand leur bagarre a pris fin, Christie était assise entre les toilettes et le mur. Il a dit qu'elle était blessée, qu'elle était assise avec un peu de sang et une coupure sur le visage. Mais il a répété que Christie était vivante quand il a quitté le bungalow. Bradley a également déclaré que lorsqu'il avait pris le kayak et était allé sur une autre île, il avait fait cela pour que sa femme puisse se calmer. Il a dit qu'il avait l'habitude de se promener après leur dispute, c'était donc son comportement habituel. Selon Bradley, lui et Christie n'avaient jamais eu d'altercation physique dans leur relation. Ils n'avaient vraiment été ensemble que pendant 8 mois au total, donc je suppose. D'accord, très bien. Si elle n'était pas morte, ça n'aurait été que le début, j'en suis sûre. Une ex-petite amie de Bradley dirait aussi qu'elle était sortie avec lui pendant qu'elle étudiait à l'université du Tennessee. Et même s'il pouvait être charmant, quand il buvait, il devenait quelqu'un de complètement différent. Bradley avait des trous noirs et faisait ensuite des choses dont il ne se souvenait plus le lendemain. Elle a également dit qu'il était très manipulateur. Michael Kristen Baker est sorti 1 an avec Bradley Dawson, puis ils ont peu communiqué les années suivantes. Mais après avoir vu Bradley accusé d'avoir tué sa nouvelle femme le mois dernier, Baker s'est senti obligé de prendre la parole. Ce matin, alors que l'Américain Bradley Dawson entame son 23e jour dans une cellule de prison aux Fidji, accusé d'avoir tué sa nouvelle femme. Pendant leur lune de miel au paradis, son ex-petite amie Kristen Baker s'exprime au sujet de sa relation avec Dawson, après avoir déclaré qu'ils ont commencé à sortir ensemble en 2005 alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'université du Tennessee. Nous sommes tombés follement amoureux et c'était vraiment intense et rapide. Mais elle affirme que Dawson pouvait parfois être jaloux et autoritaire, et qu'à une occasion, il l'a poussé. Quand j'ai vraiment voulu le quitter, il m'a poussé une fois sur le lit et m'a poursuivi. Il était très manipulateur verbalement, menaçant et jaloux. Étrangement, Bradley n'avait aucun antécédent criminel au Tennessee, à part une contravention pour excès de vitesse en 2016. Actuellement, Bradley est en cellule dans une prison aux Fidji en attendant son procès, qui pourrait encore être retardé d'au moins 1 an pendant que son avocat tente de faire effacer du dossier les déclarations qu'il aurait faites à la police après son arrestation. Christie faisait partie de ces personnes avec qui, dès la rencontre, on ressentait une connexion unique et l'impression de la connaître depuis toujours. Dawson a comparu devant le magistrat local et reste en détention dans un centre correctionnel. Lorsque des Américains voyagent dans des pays étrangers et sont accusés d'avoir commis un crime, dans ce cas un meurtre, les autorités locales appliquent leurs propres procédures. Monsieur Dawson va rester aux Fidji pendant longtemps avant que cette affaire ne soit résolue d'une manière ou d'une autre. Bradley a également demandé à être libéré sous caution et à rester aux Fidji en attendant son procès, mais cela a été rejeté par un juge. Bien, les Fidji sont un endroit bien trop agréable pour qu'il puisse y rester après avoir fait ça à sa femme, qu'il reste en prison. Apparemment, l'une des raisons pour lesquelles le juge a refusé est que Bradley prévoyait de rester chez un homme aux Fidji qui était alors poursuivi pour viol. Les parents de Christie étaient ravis qu'on lui ait refusé la liberté sous caution. Et pendant qu'il attend son procès en prison, Bradley a déclaré « Ce que je peux dire, c'est que je suis désolé pour la situation que nous traversons tous en ce moment. Nous devions passer de superbes vacances et j'ai perdu ma femme. Penser à son absence est très douloureux. Je pense à elle tout le temps. Nous étions censés avoir une vie merveilleuse. » Eh bien, c'est ta faute. Tout est de ta faute. Il a ajouté qu'il prie chaque jour pour sa femme et l'a ensuite appelé tout pour lui. L'avocat de Bradley dit qu'il lui est arrivé quelque chose de surprenant et d'horrible pendant sa lune de miel et que Bradley n'a même pas pu parler pendant des jours après, tellement il était bouleversé d'avoir perdu sa femme. À un moment donné, l'avocat de Bradley a même déclaré que son client avait fui l'île à cause du choc qu'il avait ressenti après avoir perdu sa femme, ce qui n'a pas de sens puisque selon l'histoire de Bradley, sa femme était encore en vie lorsqu'il a quitté l'île. Donc je ne sais pas sur qui son avocat va essayer de rejeter la faute, parce qu'il n'y avait que Bradley et Christie, et elle ne s'est certainement pas fait ça à elle-même. Le procès de Bradley Dawson était prévu pour commencer en juin 2024. Cependant,
il a été reporté une deuxième fois jusqu'en septembre 2024. Quoi qu'il arrive ensuite, les amis de Christy sont bouleversés et en colère. Une amie nommée Presley Powers a dit « Christy était le soleil. Elle apportait tellement de joie. Ça me met en colère que cela soit arrivé. Elle a toujours voulu des enfants et elle aurait été une mère sensationnelle. Je prie juste pour qu'il y ait justice pour elle et pour sa famille. C'est impardonnable. » Partir en lune de miel est censé être l'un des moments les plus heureux de la vie de chacun. Et la pauvre Christy pensait que c'était exactement ce qui allait se passer. Au lieu de cela, elle est morte aux mains de la personne qui, pensait-elle, l'aimait. Ils ne se connaissaient que depuis 8 mois avant cette lune de miel. Donc, je suppose que c'était probablement leur première grosse dispute. Et Christy n'avait aucune idée du monstre auquel elle s'était liée. Jasmine Marie Miller est née le 29 septembre 2008 à Wichita, Kansas. Elle était la fille de Raymond Miller Jr. et Lori Kratzky. Jasmine avait 2 frères nommés Logan et Raymond et une sœur nommée Jewel. Jasmine, surnommée Jazzy, était décrite comme une fille belle, aimante et au grand cœur. Elle adorait nager, chanter et danser. Elle aimait les spaghettis et les boulettes de viande, la pizza, les chiens, surtout les chihuahuas et tout ce qui avait des paillettes. Ses couleurs favorites étaient le rose et le violet, et la fillette rêvait déjà de devenir pom-pom girl plus tard. Au moment de sa mort, Jasmine était en maternelle à l'école primaire Cedar Ridge à Branson, Missouri. Elle venait tout juste de commencer là-bas après avoir quitté Springfield, où elle était élève à l'école primaire Horace Mann. En juillet 2011, la mère de Jasmine, Lori, allait épouser un homme nommé Jason Ballou. Après avoir vécu avec sa mère et son beau-père pendant quelques années, à la fin de 2013, Jasmine allait aller vivre chez une amie de la famille nommée Amanda Kennedy. Amanda avait un accord écrit avec les parents de Jasmine, Lori et Jason, stipulant qu'elle serait la tutrice légale de Jasmine. C'était afin qu'Amanda puisse inscrire la petite fille à l'école et s'occuper de toute question médicale qui pourrait survenir. Amanda, qui était mère célibataire, a déclaré que Jasmine vivait avec elle depuis le 3 septembre 2013 sans aucune aide des parents de la petite fille. Amanda avait rencontré Jasmine en commençant à garder la petite fille. Mais Amanda a dit qu'à chaque fois que Jasmine venait chez elle, elle portait des vêtements trop petits ou elle avait faim. À l'époque où Amanda avait rencontré la famille, Jason travaillait pour le journal Springfield News Leader. Et lui et Lori étaient sur la route à 3 heures du matin avec la petite Jasmine. Et Amanda savait que ce n'était pas un bon rythme pour une si petite enfant. Alors elle était intervenue et avait proposé de garder Jasmine. Cet arrangement convenait à tout le monde, surtout à la petite fille. Mais en très peu de temps, Lori et Jason commenceraient à ne pas venir chercher leur fille pendant plusieurs jours. Maintenant, Amanda a dit que Lori et Jason n'étaient pas capables de s'occuper de Jasmine, et c'est pourquoi elle l'a d'abord prise sous sa garde. Cependant, Jason et Lori avaient une autre version à raconter. Ils ont dit qu'ils avaient envoyé Jasmine vivre chez Amanda à cause de l'enlèvement et du meurtre de la petite fille nommée Haley Owens à Springfield. Ils ne voulaient plus que leur fille reste dans la région de Springfield. Cependant, Haley Owens n'a été assassinée qu'en février 2014. Et Amanda a dit que Jasmine vivait déjà avec elle depuis quelques mois, à temps plein à ce moment-là donc. Donc, après que Lori et Jason ont commencé à laisser Jasmine de plus en plus longtemps avec Amanda, Amanda les appelait et ils venaient, faisaient eux des choses comme dîner ensemble, puis repartirent plus tard dans la soirée en laissant encore Jasmine avec Amanda. Mais Amanda n'avait aucun mal à s'occuper de Jasmine, qu'elle aimait comme sa propre fille. Du 2 septembre au 24 décembre 2013, Amanda avait la garde de Jasmine. Mais Jason et Lori viendraient la prendre la veille de Noël pour l'emmener chez ses grands-parents. Amanda n'a plus eu de nouvelles de la famille jusqu'au 1er février 2014, lorsque Jason l'a appelée pour lui dire qu'elle devait venir chercher Jasmine parce qu'elle se cognait la tête contre des objets et qu'il ne savait pas quoi faire. L'ont-ils vraiment envoyée chez Amanda à cause de la fillette assassinée ou pour d'autres raisons? Une fois que Jasmine était chez Amanda, ses parents lui ont cédé sa garde temporaire. À l'automne 2014, Amanda, accompagnée de Jasmine, allait déménager à Cap Girardeau sans en informer les Ballou. Amanda a déclaré qu'elle voulait alors garder Jasmine et l'élever comme sa fille.
Mais les ballots finiraient par réclamer leur fille au début de l'année 2015. Amanda a contacté son avocate pour savoir si elle pouvait faire quelque chose, mais on lui a dit qu'elle serait simplement arrêtée si elle ne rendait pas la petite fille à ses parents, car elle n'avait aucun fondement légal. Amanda a rendu la fillette à ses parents, puis la famille a vite déménagé à Branson, Missouri. Amanda ne reverrait jamais Jasmine. Le 21 février 2015 vers 6h30 du matin, un peu plus de 2 semaines seulement après que Jasmine soit retournée vivre chez ses parents, la petite fille réveilla tout le monde pour commencer la journée. À ce moment-là, la famille vivait à l'hôtel Windsor Inn sur West 76 Country Boulevard à Branson. La famille l'avait déménagé là-bas car c'était plus abordable que leur ancien logement à Springfield. Le Windsor Inn offrait des tarifs mensuels bas aux personnes qui risqueraient autrement de se retrouver sans abri. Le matin du 21, la famille regardait la télévision dans leur chambre de motel lorsque John Roberts, une connaissance vivant aussi au motel, leur a rendu visite. Il a demandé à Jason s'il pouvait le conduire pour faire quelques courses. Il avait besoin de récupérer quelques affaires. Jason a accepté et ils sont partis tous les deux vers un super Walmart. Jasmine a décidé de les accompagner. Jason avait déjà emmené John en voiture. La semaine précédente, il l'avait conduit chez son ami et à d'autres endroits. Donc, pendant ce trajet, John donnerait un peu d'argent à Jason pour l'essence. Après avoir acheté quelques articles chez Walmart, les trois se rendraient chez Wendy's parce que Jasmine avait récemment eu un bon bulletin et Jason voulait la récompenser. Après cela, ils sont retournés au Windsor Inn où Jasmine a changé de vêtements, puis elle est sortie jouer. Jason a dit que tout le temps où elle était dehors, il avait la porte ouverte et les stores relevés pour pouvoir la surveiller. Mais vers 18h15, Jason a remarqué que Jasmine avait disparu. Il n'a pas pu la trouver nulle part, alors il a appelé le service de police de Branson. La police a été envoyée à l'auberge, ils ont fouillé l'auberge ainsi que les propriétés adjacentes. Et après avoir fouillé plusieurs chambres, la police a trouvé Jasmine. Son corps nu a été découvert sous le lit de l'une des chambres de l'auberge, la chambre 155. Elle avait été étranglée. Et le seul occupant qui vivait dans cette chambre était John Roberts. John Roberts a été arrêté, inculpé de meurtre au premier degré, puis incarcéré à la prison du comté de Taney. La famille qui connaissait John a indiqué être déjà allée dans sa chambre à quelques reprises, mais Jasmine n'y était jamais allée seule. Et Jason a également dit aux enquêteurs que lui et Lori n'avaient jamais rien remarqué d'étrange dans le comportement de John avant cette nuit-là. Et lorsque les enquêteurs se sont assis pour parler avec John après son arrestation, il leur a dit que cette nuit-là, il avait pris du poison du diable, c'est-à-dire de la méthamphétamine. Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas clairement, mais il se rappelait que Jasmine était venue dans sa chambre cette nuit-là. John laissait souvent la porte de sa chambre de motel déverrouillée, car Jasmine venait seule prendre quelque chose à grignoter, contrairement à ce qu'avait dit Jason. Normalement, John partageait sa nourriture et ses encas avec Jasmine et sa famille. Mais cette fois, pour une raison inconnue, en sortant de la salle de bain et voyant Jasmine voler des petits gâteaux, quelque chose a craqué chez John ce soir-là. John a attrapé Jasmine par la gorge et a serré. Et après qu'elle ait cessé de respirer, il l'a traînée sur la moquette et a placé son corps sous son lit. Mais il n'avait pas voulu lui faire de mal. Il avait juste voulu lui faire peur. Mais ce qui a mené à cette mauvaise décision, c'est que John avait fumé de la méthamphétamine et bu de l'alcool toute la nuit. John a aussi exprimé sa colère envers un voisin non nommé, car il avait acheté de la méthamphétamine pour eux pour environ 200 $ sans être remboursé. Donc il s'était défoulé sur Jasmine à cause de ça. Et John a dit à la police qu'il ne savait pas vraiment comment les vêtements de Jasmine avaient été retirés, mais il a dit qu'il pensait que c'était probablement parce qu'il l'avait traînée sur le sol. En réalité, cette nuit-là, John avait étranglé Jasmine après l'avoir surprise en train de voler ses gâteaux. Et ensuite, il avait prévu, je cite, de se livrer à des actes sexuels sur elle, ce qui explique pourquoi il avait en fait baissé ses vêtements. Cependant, le gérant de l'auberge et les pompiers, qui cherchaient Jasmine à ce moment-là, avaient frappé à sa porte juste avant qu'il ne passe à l'acte. C'est alors qu'il l'a cachée sous son lit. Et John Roberts était en fait sorti de prison sous caution au moment du meurtre de Jasmine. Il avait déjà été inculpé pour cambriolage avec circonstances aggravantes et avait été libéré sous caution en espèces de 71 $ que son frère avait payé pour lui. Cela s'est produit seulement 10 jours avant qu'il ne tue Jasmine. Et John avait également été incarcéré par le passé pour des accusations de possession d'un stupéfiant, très probablement de la méthamphétamine.
Amanda, l'amie de la famille qui avait auparavant eu la garde de Jasmine, a dit qu'elle était absolument dévastée lorsqu'elle a appris la mort de la petite fille. Et lorsqu'elle a appris que la raison pour laquelle elle était allée dans la chambre de John était parce qu'elle avait faim, Amanda a dit qu'elle avait toujours faim. Amanda avait appris la mort de Jasmine le 22 février lorsque Jason lui avait envoyé un message. Il lui a envoyé un message disant « J'ai une mauvaise nouvelle pour toi ». Elle a trouvé que c'était une façon extrêmement étrange pour lui de lui annoncer que la petite fille qu'elle aimait et dont elle s'occupait était décédée. Et Amanda dirait que ni Lori ni Jason ne semblaient très bouleversés par la mort de Jasmine. En fait, ils se vantèrent de toutes les choses que les églises leur avaient données. Et Lori se vantait aussi auprès d'elle de s'être fait coiffer et faire les ongles. Après la mort de Jasmine, la division de la protection de l'enfance du Missouri, relevant du département des services sociaux, a enquêté sur son meurtre. Des inquiétudes subsistaient quant au rôle possible de la négligence parentale dans la mort de Jasmine. Jason et Lori, cependant, ont nié que Jasmine ait été laissée seule pendant une longue période cette nuit-là. Au cours de l'enquête du service de protection de l'enfance, il a été révélé qu'il y avait eu une série d'appels au numéro de signalement et d'accusation de négligence concernant la petite fille par le passé. Apparemment, la famille avait déjà un passé avec les services de protection de l'enfance, remontant à 2008 lorsque Jasmine n'avait que quelques jours. Mais toutes ces preuves de négligence ne seraient révélées qu'après le meurtre de Jasmine dans un document de 550 pages. L'histoire de la famille avec la DCF a débuté quand Jasmine avait 4 ans. Et au cours des 6 années suivantes, les travailleurs de la protection de l'enfance du Kansas et du Missouri continueraient à venir vérifier que Jasmine était en sécurité et en bonne santé. Cependant, ils n'avaient jamais trouvé suffisamment de preuves pour conclure qu'elle vivait parmi les cafards et les asticots, ou qu'elle avait été maltraitée ou négligée par ceux à qui sa garde avait été confiée. C'était pourtant ce qu'indiquaient les signalements adressés à la ligne de protection de l'enfance. La première fois que le DCF avait rendu visite à Jasmine en 2008, elle était sous la garde de sa mère Lori et de son père biologique, Raymond. La question alors était de savoir si Lori et Raymond pouvaient élever leur bébé. Les notes de l'assistante sociale précisaient que les parents devaient être surveillés pour garantir qu'ils nourrissaient, changeaient, baignaient et s'occupaient bien de la fillette. Il était aussi précisé qu'il manquait fortement de compétences parentales. Un autre rapport contenait des allégations de négligence de la part de Lori et des allégations d'abus sexuels et émotionnels sur Jasmine de la part de Jason. Mais toutes ces allégations ont bien sûr été considérées comme non fondées. Les services de protection de l'enfance sont intervenus quand Jasmine vivait chez Amanda, l'amie de la famille. Apparemment, à l'époque, Amanda avait un petit ami qui avait donné une fessée à Jasmine avec une raquette de ping-pong. Mais Amanda a affirmé qu'elle travaillait alors et a nié avoir vu des bleus sur la fillette ensuite. Et Amanda parlerait avec les services de protection de l'enfance pendant leur enquête, leur disant qu'elle avait toujours eu des inquiétudes concernant des abus physiques, des abus sexuels et une négligence chronique envers Jasmine. Elle leur a aussi dit que lorsqu'elle a commencé à garder Jasmine, vers ses 4 ans, la fillette s'était plainte de douleurs à la jambe. Amanda a regardé la jambe de Jasmine et a remarqué qu'il y avait une marque de morsure sur sa cuisse, ainsi que des ecchymoses. La morsure était tout près de sa zone génitale. Quand Amanda a demandé ce qui s'était passé, elle a répondu que Jason l'avait mordu. Amanda avait demandé à Jason au sujet de la morsure et il avait admis qu'il avait mordu Jasmine parce qu'elle l'avait mordu en premier. Apparemment, il a 5 ans. Cependant, il n'a jamais expliqué pourquoi il l'avait mordu, ni pourquoi il l'avait mordu à cet endroit-là. Et Amanda disait aussi que Jasmine lui avait confié qu'elle avait peur la nuit, d'un fantôme qui entrait dans sa chambre et qui ressemblait à son père. Elle disait que ce fantôme venait toujours dans sa chambre et la griffait, et elle a précisé que les griffures étaient toujours près de sa zone génitale. Amanda a également dit à la DCF qu'elle avait déjà vu Lori faire une crise et frapper Jasmine à la poitrine et au corps avec les poings fermés. Cependant, Amanda a dit qu'elle n'avait jamais signalé ses inquiétudes parce qu'elle avait peur que Jasmine lui soit enlevée et qu'elle ne puisse plus protéger la petite fille. Et il s'est avéré qu'Amanda avait prévu un voyage à Branson le week-end où Jasmine est décédée. Mais à cause des mauvaises conditions météorologiques, elle n'a jamais pu s'y rendre. Ce voyage avait pour but d'essayer de récupérer la garde de la petite fille. Après que les services de protection de l'enfance ont parlé aux adultes de l'entourage de Jasmine et terminé leur enquête, ils sont arrivés à la conclusion que l'historique chronique de négligence de la famille envers la petite fille
ainsi que les déclarations contradictoires concernant la durée pendant laquelle Jasmine était restée sans surveillance la nuit de sa mort, indiquent que la négligence et le manque de surveillance ont été un facteur dans le meurtre de Jasmine Miller. Jasmine était sans surveillance au motel cette nuit-là, et elle s'est rendue dans la chambre de John Roberts où elle a été assassinée. Sa mère et son beau-père ne la surveillaient pas correctement et ignoraient où elle se trouvait alors. Cependant, pour une raison quelconque, aucun d'eux n'a été puni. Les services de protection de l'enfance ont enquêté, mais n'ont rien fait en concluant que sa mère et son beau-père étaient en partie responsables. Allez comprendre. En septembre 2015, un juge a estimé que John Roberts, âgé de 55 ans, n'était pas mentalement apte à être jugé. Un psychiatre d'État a déclaré que John avait un QI de seulement 57 et une compréhension très basique et limitée des raisons pour lesquelles il avait des ennuis. John Roberts ne comprenait pas non plus le type de punition auquel il était confronté. Il avait dit à un psychiatre qu'il pensait que sa punition irait de se faire injecter du poison ou se faire cuire le cerveau à aller dans des écoles pour raconter aux enfants à quel point la drogue était mauvaise. Non, je ne pense pas que cela arrivera. Tu n'auras plus le droit d'approcher un enfant. Il a ensuite été envoyé à l'hôpital d'État de Fulton pour un traitement de santé mentale afin de pouvoir, à l'avenir, comparaître devant le tribunal. Mais en juillet 2016, les dossiers en ligne de l'affaire de John Roberts ont montré que l'ordonnance déposée par le département de la santé mentale du Missouri avait conclu que John était définitivement inapte à comparaître devant le tribunal. La liste en ligne a été modifiée quelques heures plus tard pour indiquer qu'un examen psychiatrique avait seulement été déposé, puis transmis au juge. Une procureure du comté de Taney s'est opposée à l'ordonnance, donc une audience sur l'aptitude à comparaître a eu lieu sur 2 jours en février et mars 2017. En juin de cette année-là, John Roberts a été jugé apte à comparaître devant le tribunal. Mais ensuite, 2 mois plus tard, en août, l'avocate commise d'office de John a déposé une requête devant la Cour d'appel de l'État, puis devant la Cour suprême de l'État, pour contester la décision selon laquelle John était apte à comparaître devant le tribunal. La demande, à l'époque, a cependant été rejetée. Mais ensuite, en janvier, un juge a approuvé une expertise complémentaire sur l'aptitude mentale de John Roberts. John a plaidé non coupable le 9 novembre pour meurtre au premier degré. À l'époque, son avocat s'est opposé à une audience d'inculpation ultérieure en raison de l'aptitude de son client à être jugé, mais son objection a été rejetée. L'avocat de John a clairement annoncé vouloir déposer une requête sur la capacité de John à être jugé. Mais apparemment, l'avocat commis d'office de John a remporté l'appel parce que John a de nouveau été déclaré inapte à être jugé. Et les charges retenues contre lui ont été abandonnées. Il passera très probablement le reste de sa vie sous la garde du département de la santé mentale du Missouri. Et bien que ce soit peu probable, si John est un jour jugé mentalement apte à comparaître, les charges pourraient être rétablies. Jason s'est exprimé publiquement au sujet du meurtre de Jasmine. Comment un autre être humain qui a la moindre compassion peut-il ôter la vie à un si jeune enfant? Il a également déclaré « Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que la police a fait pour nous et à quel point cette communauté nous soutient dans tout. J'aimerais que les gens cessent de croire que tous ceux qui vivent dans des hôtels de long séjour sont des drogués. » Un GoFundMe a aussi été lancé pour les frais funéraires de Jasmine Miller. La directrice adjointe des écoles publiques de Branson a décrit Jasmine comme une petite fille de maternelle pleine de vie. Bien qu'inscrite depuis peu dans le district, elle était déjà connue des enseignants et de sa classe, a-t-il déclaré. Une veillée en mémoire de Jasmine Miller a eu lieu le 11 avril, près de la très fréquentée route touristique 76, où se trouvait l'auberge d'où Jasmine avait disparu. Plus de 200 membres de la famille de Jasmine, amis et membres du public étaient présents, tous vêtus de t-shirts roses et violets. Ils ont également lâché des ballons roses et violets, tandis qu'une brigade d'environ 120 motos passait pour rendre hommage à Jasmine. Il y avait aussi un mémorial improvisé avec des fleurs situé au restaurant de Botana. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jasmine aujourd'hui. 3 personnes ont toutes été jugées au moins partiellement responsables de la mort de cette petite fille, mais aucune d'entre elles n'a été punie. C'est assez frustrant. Et si John savait qu'il devait cacher le corps de Jasmine, cela signifie qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Et je pense que rien que cela mérite une certaine punition. Quoi qu'il en soit, c'est horrible que cette petite fille ne faisait qu'agir comme le ferait un enfant, surtout une qui a toujours faim, comme l'avait dit Amanda. Et elle a été tuée pour ça.
Shankela Robinson est née le 9 janvier 1997 à Charlotte, en Caroline du Nord. Sa mère s'appelle Salamandra Robinson et son père s'appelle Bernard Robinson. Shankela était belle et connue pour être une femme très douce, humble et travailleuse. Elle avait obtenu son diplôme de West Charlotte High School et avait fréquenté l'université Winston-Salem State en Caroline du Nord. Elle possédait 2 entreprises, une société de tressage de cheveux et elle avait également une ligne de vêtements pour femmes. Le 28 octobre 2022, Shankwela a fait un voyage à Cabo San Lucas, au Mexique, avec quelques amis et connaissances. Ces autres personnes ont été identifiées comme Khalil Cook, Malik St. Patrick Dyer, Winter Essence Donovan, Elise Michelle Hayat, Dejane Jackson et Nazir Wiggins. Ils ont ensuite été surnommés les 6 de Cabo. Shankela aurait payé pour la magnifique villa de 5 chambres et 6 salles de bain où ils séjournaient tous. Cette villa de luxe était située au complexe Puerto Los Cabos et ils étaient là pour célébrer les anniversaires de quelques amis. Donc Shankela a payé la majeure partie du voyage et Dejane Jackson était celle qui l'avait organisé. Elles se connaissaient depuis quelques années, ayant fréquenté la même université. Même si elles n'étaient pas vraiment de très bonnes amies, elles étaient plutôt des connaissances. Mais elles avaient une amie en commun, et c'était Khalil. Shankwela appelait Khalil son meilleur ami. Il la connaissait, elle et sa famille, depuis des années. Il était même parti en vacances avec eux à plusieurs reprises. Même si Shankwela n'était pas proche de tous lors du voyage, elle y est allée car elle était sociable, avait quelques amis sur place et pensait bien s'entendre avec tous. Le soir de leur arrivée, le vendredi 28 octobre, Shankwela a appelé sa mère avant le dîner et lui a dit qu'à la villa, ils avaient un chef privé qui venait leur préparer le dîner ce soir-là. Elle avait l'air très enthousiaste et de très bonne humeur. Elle a promis à sa mère qu'elle la rappellerait le lendemain. Mais à 14h13 le lendemain, un médecin du centre médical américain a été appelé à la villa. La concierge avait été priée par Dejana de contacter le centre médical parce que quelqu'un de leur groupe souffrait d'une intoxication alcoolique. À peu près au même moment, la mère de Shankwela, Salamandra Robinson, a reçu un appel téléphonique de Khalil, l'informant que sa fille était tombée malade et qu'un médecin était en route pour la voir. Il lui a dit que Shankwela avait trop bu et souffrait d'une intoxication alcoolique. Il n'a jamais mentionné qu'elle devrait probablement aller à l'hôpital, mais il a dit à la mère de Shankwela qu'il la tiendrait au courant et la rappellerait plus tard. La médecin est arrivée environ 1 heure après l'appel. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas si la gravité de la situation n'a pas été correctement exprimée ou s'il leur a simplement fallu tout ce temps pour arriver. Lorsque la médecin est arrivée, elle a dit qu'elle avait trouvé Shankwela dans un état stable, mais qu'elle était déshydratée, incapable de communiquer verbalement, désorientée et semblait être en état d'ébriété. C'est ce qu'ils ont écrit dans le rapport officiel. La médecin a dit au groupe que Shankwela devrait sans doute aller à l'hôpital pour un examen. Mais ils ont dit non, ils voulaient qu'elle reste là et que la médecin s'occupe d'elle dans la chambre. Premier signal d'alarme. Pourquoi refuser qu'elle aille à l'hôpital? La docteure a dit que les signes vitaux de Shankwela étaient normaux au début, mais elle a essayé de lui administrer une perfusion et n'a pas réussi. À 16h13 environ, 1 heure après l'arrivée de la docteure, Shankwela a commencé à avoir des convulsions. À ce moment-là, on a appelé le numéro d'urgence, le 911 et une ambulance a été envoyée au complexe hôtelier. Shankwela avait du mal à respirer et son pouls diminuait. Shankwela avait fait un arrêt cardiaque. Les ambulanciers sont arrivés à 4h49 et ils ont essayé désespérément de la réanimer. Ils ont administré à Shankwela 14 cycles de réanimation cardio-pulmonaire ainsi que 5 injections d'adrénaline pour essayer de la ramener. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi. Et Shankwela a été déclarée morte à 17h57 le 29 octobre 2022. Les policiers ont interrogé les autres membres présents ce jour-là dans la villa pour comprendre les faits. Ils ont aussi discuté avec la docteure qui avait soigné Shankwela. Et après avoir fait tout cela, ils ont conclu qu'elle était simplement morte d'une intoxication alcoolique. Il n'y avait aucun acte criminel et c'était simplement un accident. Le rapport précisait que Shankwela était morte 2h45 après l'arrivée de la docteure. Il était également indiqué qu'aucune blessure externe ou interne n'avait été observée à ce moment-là. Khalil a appelé les parents de Shankwela pour leur annoncer la terrible nouvelle.
Et ils ont dit plus tard que lorsqu'ils lui ont parlé, il avait l'air plutôt froid et pas vraiment bouleversé, alors que sa meilleure amie venait de décéder. En plus de cela, la famille de Shankela commençait à se méfier des affirmations faites par ses compagnons de voyage. Lorsque Khalil avait dit à la mère de Shankela qu'elle avait une intoxication alcoolique, elle a été surprise parce qu'un médecin n'était pas encore arrivé, alors comment aurait-il pu savoir qu'elle avait une intoxication alcoolique ? Elle a également dit que sa fille n'était normalement pas le genre de personne à boire à l'excès, donc elle avait du mal à croire qu'elle avait bu au point de faire une intoxication alcoolique. Khalil était aussi celui qui a rapporté les bagages de Shankela à sa famille en Caroline du Nord. La mère de Shankela lui a demandé, pendant qu'il était là, s'il lui cachait quelque chose, mais il lui a répondu non, qu'il n'y avait rien. Mais il ne lui a pas non plus parlé de la bagarre à laquelle Shankela avait participé avant sa mort. Et lorsque la mère de Shankela a parlé avec les autres compagnons de voyage, une fois qu'ils sont revenus aux États-Unis, ils semblaient tous avoir des versions différentes de l'histoire. Et leur récit comportait également des incohérences. Certains d'entre eux ont affirmé que c'était la femme de ménage qui avait trouvé Shankela inconsciente, tandis que d'autres disaient que c'était l'un d'entre eux qui l'avait trouvée inconsciente. Certains ont dit que Khalil avait appelé le médecin, mais d'autres ont affirmé que c'était le concierge qui avait contacté l'hôpital. Au début, ils avaient déclaré que Shankela était morte d'une intoxication alcoolique, comme vous le savez. Mais quelques jours plus tard, ils ont admis qu'elle avait été agressée et qu'elle s'était battue. Mais ils n'ont pas dit avec qui elle s'était battue. Et concernant l'endroit où se trouvait Shankela une fois qu'elle avait perdu connaissance, ses compagnons de voyage ont suscité encore plus de doutes auprès de sa famille ainsi que du public. L'une d'elles a dit qu'il l'avait trouvée inconsciente au sol. Une autre a dit qu'il l'avait trouvée inconsciente dans son lit. Et encore une autre personne a dit qu'il l'avait en fait trouvée inconsciente sur une chaise. Donc, ils n'ont clairement pas fait un très bon travail en discutant de tout ça et en s'assurant d'avoir la même version avant de commencer à parler. D'énormes incohérences. Un autre signal d'alarme. Une autre chose étrange, c'est que lorsque la mère de Shankela a été appelée alors que le médecin était en route, elle avait suggéré que sa fille y soit emmenée aux urgences parce qu'elle savait qu'elle avait une assurance voyage. Mais les compagnons de voyage de sa fille avaient dit à la mère de Shankela que son assurance ne servait à rien au Mexique. Et ils ont ensuite dit que si on l'emmenait aux urgences, cela coûterait 5 000 $ en espèces, ce qui n'a pas vraiment de sens parce que le Mexique est généralement moins cher que les États-Unis pour différentes choses comme les soins de santé. Le groupe était censé rester là du vendredi 28 octobre jusqu'au lundi 31 octobre. Pourtant, ils cherchaient des vols de retour anticipés qui repartaient plusieurs jours plus tôt que ce qu'ils avaient initialement prévu. Tu ne pars déjà que pour 3 nuits. Pourquoi voudrais-tu rentrer plus tôt ? Ça n'a pas de sens. C'est le 5 novembre que la traduction anglaise du certificat de décès de Shankela, basé sur le rapport d'autopsie, a été publiée. Et cela a suscité encore plus de soupçons. Le rapport d'autopsie a décrit la mort de Shankela comme étant survenue seulement 15 minutes après qu'elle ait subi une grave blessure à la moelle épinière. Et une luxation de l'atlas, qui est une dislocation ou une séparation de la base du crâne de l'os atlas, le premier os du cou ou de la colonne vertébrale. Donc, 15 minutes après que cette blessure soit survenue, elle était décédée selon l'autopsie. Mais selon la police dans le rapport du médecin, du moment où le médecin est arrivé jusqu'au moment où Shankela est décédée, il s'est écoulé presque 3 heures. Le rapport d'autopsie ne mentionnait pas d'arrêt cardiaque ni d'empoisonnement à l'alcool. Il y avait une section où la police pouvait signaler un état d'ivresse, mais elle ne l'a pas fait, précisant seulement que la personne avait été retrouvée inconsciente dans le salon. Après le rapport d'autopsie, la mère de Shankela a voulu parler à ses compagnons de voyage pour comprendre pourquoi leur version ne correspondait pas au rapport. Et depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais parlé avec la famille. La famille de Shankela a payé 6 000 $ pour faire rapatrier son corps en Caroline du Nord le 12 novembre 2022. Dès que Salamandra a vu le corps de sa fille, elle a su que ce n'était pas un accident. Il y avait des signes évidents de traumatisme, notamment des ecchymoses, une bosse sur le dessus de la tête, un œil enflé, ainsi qu'une lèvre fendue. Pendant plus de 2 semaines, sa famille a tenté de convaincre les autorités des États-Unis ainsi que du Mexique d'examiner de plus près
la mort de leur fille, car cela ne correspondait pas à ce qu'ils disaient. Mais au lieu d'être utile, le département d'État des États-Unis a déclaré qu'il n'y avait aucun signe évident d'intervention criminelle, donc il n'allait pas poursuivre l'enquête. Pourtant, une vidéo circulait désormais montrant une femme attaquant violemment Shankwella peu de temps avant sa mort. Sa famille a déclaré que cette déclaration était totalement inacceptable de la part du département d'État des États-Unis. Cette vidéo, qui avait commencé à devenir virale, montrait Shankwella nue se faisant violemment battre par l'une de ses compagnes de voyage dans une chambre de leur villa de vacances. Salamandra a confirmé qu'il s'agissait bien de sa fille qui était attaquée dans la vidéo. Et même s'il fait jour dans cette vidéo, on ne sait pas exactement quand cette attaque a eu lieu. L'agresseuse de Shankwella était entrée dans une rage folle, la frappant à la tête, lui tirant les cheveux et la jetant au sol. Au moins 2 autres personnes étaient aussi dans la pièce. Il y avait un homme qui filmait l'incident, et puis il y avait un autre homme que l'on pouvait entendre, qui filmait la personne en train de filmer l'incident. Dans la vidéo, on peut aussi entendre une voix masculine s'adresser à Shankwella en disant « Kella, tu peux au moins te défendre, Ellie Sutton ?» À cela, Shankwella a répondu non, qu'elle ne voulait pas se battre. Il a été confirmé plus tard que la personne qui parlait était Khalil, sa meilleure amie, qui n'intervenait pas, mais filmait plutôt la scène. Encore une meilleure amie incroyable, comme dans la dernière vidéo. Il a également été confirmé, après avoir parlé avec la concierge de la villa, que la personne dans la vidéo attaquant Shankwella était Dejana. Les gens se demandaient pourquoi les suspects et ou témoins dans une enquête pour homicide avaient été autorisés à rentrer librement aux États-Unis sans aucune arrestation ni interrogatoire. Puis, le 16 novembre, sous une énorme pression, les autorités mexicaines ont rouvert l'affaire concernant la mort de Shankwella en examinant la possibilité d'un féminicide. Ils ont confirmé que les enquêteurs étaient retournés sur la scène du crime pour recueillir plus de preuves afin de pouvoir évaluer plus précisément les événements qui se sont produits dans la villa ce jour-là. Les autorités enquêtent également sur les actions du médecin, de 2 agents de la police locale et du procureur d'État chargés de l'enquête, en ce qui concerne la négligence et les manquements dans l'exercice de leurs fonctions. 2 jours plus tard, le bureau local du FBI à Charlotte, en Caroline du Nord, a annoncé qu'il ouvrait une enquête sur la cause du décès de Shankwella. Ils avaient également reçu la vidéo de l'agression. Le 23 novembre 2022, les autorités mexicaines ont annoncé qu'un mandat d'arrêt avait été émis. Ils ont seulement précisé qu'il s'agissait d'une femme qui était la principale agresseuse dans l'attaque contre Shankwella et qu'elle était la suspecte du féminicide. Le procureur général a également clarifié la mort de Shankwella en s'assurant que le public savait qu'elle n'était pas morte d'une intoxication alcoolique, mais plutôt d'une agression directe ayant provoqué une fracture de la moelle épinière. Quelques jours plus tard, le 28 novembre, Dejanay Jackson a été arrêtée par des agents d'Interpol. Elle a ensuite été placée dans l'attente de son extradition vers le Mexique. Le concierge qui avait été assigné à la villa où Shankwella et les autres compagnons de voyage séjournaient a déclaré à la police qu'il avait remarqué, dès l'arrivée du groupe, que Shankwella ne semblait pas s'intégrer. Elle était plutôt calme et réservée. Elle ne semblait pas être là pour faire la fête comme les autres. Elle a été la dernière à arriver pour le dîner la veille de sa mort et elle avait vraiment l'air de ne pas être à sa place. Le concierge a également dit qu'après que Shankwella Robinson ait été déclarée morte, il voulait laisser un peu d'espace au groupe pour qu'ils puissent faire leur deuil. Alors il est sorti de la villa. Mais quelques instants plus tard, il les a entendus à l'intérieur en train de rire de quelque chose. Je ne comprends pas comment on peut rire de quoi que ce soit aussi peu de temps après la mort d'un ami. Quelques heures plus tard, Dejanay envoya un message au concierge pour organiser un trajet afin d'aller dîner. Il l'a fait, mais il a découvert plus tard que le chauffeur les avait déposés dans un hôtel près de l'aéroport. Ils ont dit qu'ils allaient manger. Cependant, ils se sont faufilés jusqu'à l'aéroport, ont pris un avion et sont retournés aux États-Unis. Ils savaient que s'ils restaient là-bas, ils allaient très probablement se faire arrêter et interroger par les autorités mexicaines à un moment donné. Alors ils sont partis de là aussi vite qu'ils ont pu. L'un des membres du groupe, Nazir Wiggins, a dit qu'il était arrivé le lendemain du reste du groupe. Il a dit qu'il était arrivé le samedi, le même jour où Shankwella est décédée.
Il a dit que lorsqu'il est arrivé, son ami semblait malade et débraillé. Nasir a affirmé ignorer qu'une bagarre avait eu lieu. Il se souvient être sorti de l'avion à 14h16 ce jour-là, puis avoir appelé le groupe pour obtenir l'adresse afin de pouvoir se rendre à la villa. C'est à ce moment-là qu'ils lui ont dit que Shankela ne se sentait pas bien. Il dit qu'il est arrivé à la villa à 15h26. Et quand il est arrivé, Shankela était affalé au-dessus des toilettes. Le reste du groupe était introuvable. Il a dû faire le tour de la villa pour les trouver. Il n'était même pas avec Shankela alors qu'il pensait qu'elle souffrait d'une intoxication alcoolique. On pourrait croire qu'il serait resté, mais qu'est-ce que j'en sais? Nasir a dit qu'il a frotté le dos de Shankela et a essayé de la réconforter jusqu'à l'arrivée du médecin. Une autre vidéo avait refait surface que Shankela avait en fait prise avant sa mort. Elle plaisantait avec ses compagnons de voyage sur le fait qu'ils mettaient trop de temps à se préparer dans la villa. Ça ne prend pas si longtemps pour se déshabiller. Vous me laissez faire? Elle ne veut pas le garder chaud. C'est toi qui le feras. Quoi? Je n'ai pas de chaussures que je garde juste pour leur beauté. Ils forment une équipe. Je ne veux pas que la femme dirige vers ma chaîne. Beaucoup de gens ont fait remarquer que, si vous regardez le langage corporel de ses amis, on dirait vraiment qu'ils parlaient de Shankela juste avant qu'elle n'entre dans la pièce. Comme s'il préparait peut-être l'attaque contre elle à ce moment-là. Il a aussi été supposé que juste après que cette vidéo ait été prise, Shankela est retournée dans sa chambre pour mettre son maillot de bain. C'est à ce moment qu'ils l'ont attaquée, expliquant pourquoi on la voit nue dans la vidéo. Elle mettait son maillot de bain. Il a également été dit qu'il existe une deuxième vidéo de Shankela. C'est après la bagarre avec Dejana. Et Winter Donovan entoure le cou et le corps de Shankela avec ses bras et la plaque violemment au sol. Après ça, elle ne se relève plus. Le père de Shankela, Bernard, pense que l'agression contre sa fille était un coup monté et il croit que le groupe l'avait en fait planifié avant même d'arriver au Mexique. Il sait que sa fille n'aime pas se battre, ce qui est assez évident dans la vidéo puisqu'elle ne se défend pas du tout. On suppose que l'agression était due à la jalousie. La jalousie venait du fait que Shankela réussissait si bien dans la vie, au point qu'elle avait payé la villa pour tout le séjour, ce qui, selon les dires, coûtait environ 1600 $ la nuit. Mais au lieu de faire des efforts pour améliorer leur propre vie et ne plus avoir à être jaloux, ils ont préféré ôter la vie à Shankela. Le 3 mars 2023, la famille de Shankela et ses soutiens se sont rendus à Washington, D.C. pour organiser une manifestation afin de demander une intervention diplomatique et la justice pour Shankela. 10 jours plus tard, l'avocat de la famille a envoyé une lettre au président Joe Biden. La lettre comprenait un dossier de 18 pages contenant l'autopsie de Shankela, ainsi que des documents inédits provenant des procureurs et de la police. Dans la lettre adressée au président Joe Biden, il est clairement indiqué que l'une des deux choses doit être faite. Soit les États-Unis extradent la meurtrière de Shankela afin qu'elle puisse être poursuivie là-bas, soit ils la gardent ici et la poursuivent dans ce pays. L'une ou l'autre. La famille dit qu'il n'est plus acceptable de ne rien faire à ce stade. En avril 2023, une autopsie réalisée sur le corps de Shankela par le bureau du médecin légiste du comté de Mecklenburg, situé en Caroline du Nord, a révélé que la colonne vertébrale de Shankela était intacte. Cette conclusion contredit directement les résultats des autorités mexicaines qui ont déclaré qu'elle était morte d'une fracture de la colonne vertébrale. Sa famille a demandé une autopsie par un médecin légiste américain après de nombreuses questions sur la cause du décès. Un résumé du rapport indique que le cerveau, la dure mère et la moelle épinière ont été envoyés pour une consultation en neuropathologie. Le médecin légiste indique que d'après les rapports d'autopsie, la cause du décès de Shankela est indéterminée, bien qu'un hématome ait été trouvé sur son front, ce qui serait compatible avec un traumatisme contondant. Mais le 12 avril 2023, le procureur fédéral américain a annoncé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre pour le meurtre de Shankela Robinson. Ils ont déclaré qu'après l'autopsie et une délibération minutieuse, les preuves disponibles ne permettent pas d'engager des poursuites fédérales.
Les funérailles de Shankela ont eu lieu le 19 novembre 2022 à l'église baptiste de Macédoine à Charlotte, en Caroline du Nord. Son cercueil a été amené dans l'église par un corbillard tiré par des chevaux. Ses proches portaient du rose en son honneur et des centaines d'autres personnes sont venues dire au revoir à Shankela Robinson. Le 9 janvier 2023, un lâcher de ballon a été organisé en l'honneur de l'anniversaire de Shankela Robinson. Il a eu lieu au Memorial Gardens à Charlotte. Des dizaines de personnes sont venues lâcher des ballons en l'honneur de ce qui aurait été son 26e anniversaire. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Shankela aujourd'hui. J'espère bien que ce n'est pas toute son histoire. C'est scandaleux que les États-Unis disent qu'ils n'ont pas assez de preuves pour poursuivre quelqu'un alors qu'il y a des preuves très claires d'une agression. Il y a une vidéo de Shankela en train de se faire battre sans se défendre. Ses compagnons ont déclaré qu'elle était intoxiquée à l'alcool, mais il s'est avéré plus tard qu'elle n'en avait pas tant dans l'organisme. Ils ont aussi menti sur leur destination, disant qu'ils allaient dîner, mais ils se sont en fait enfuis à l'aéroport au Mexique. Shankela a besoin de justice et les personnes qui étaient présentes, pas seulement celles qu'il a attaquées, mais toutes celles qui étaient là, qui ont regardé cela se produire sans l'aider, doivent être punies. En ce moment, il se promène en toute liberté. Actuellement, il reste impuni pour ce meurtre. Cependant, j'ai vu dans mes recherches que certains des 6 de Cabo se sont fait agresser et tabasser il y a seulement quelques semaines. Quelques personnes dans la boîte de nuit électrique Tequila les ont reconnus, puis apparemment tabassés dehors. C'est donc un peu satisfaisant, mais pas assez. Le corps de l'enfant a été retrouvé samedi près d'une route isolée près de la frontière entre le Maine et le New Hampshire. Cependant, sa mère a été inculpée dans le New Hampshire, où les autorités pensent que Camden a été assassiné. Camden Pierce Hughes est né le 15 mars 2005 à Dallas, au Texas, de Julianne McCreary. On ne sait pas exactement qui est le père de Camden. Cependant, son frère Ian, qui avait 18 ans de plus que lui et qui était dans la marine, a joué un rôle de père pour Camden. Il aimait aussi le football américain, avec une préférence pour les Dallas Cowboys et les New England Patriots. Il a fréquenté l'école primaire W.T. Haynes et était inscrit au programme pour élèves doués et talentueux. Camden adorait jouer de la guitare et faire du sport avec son frère. Il aimait lire et dessiner, et Camden était très doué pour résoudre des problèmes de mathématiques, même à son jeune âge de 6 ans. Le 14 mai 2011, vers 7h30 du matin, une femme nommée Lisa Gove conduisait chez ses beaux-parents à South Berwick, dans le Maine. Alors qu'elle descendait une route isolée appelée Dennett Road, elle a soudainement remarqué un pick-up bleu marine garé sur le côté. Le camion avait les portières ouvertes et un insigne de la marine. Alors que Lisa dépassait le camion, elle a regardé dans son rétroviseur et a vu une femme aux cheveux foncés attachée en queue de cheval qui sortait des bois. Après son arrivée chez ses beaux-parents, Lisa gardait un mauvais pressentiment sur le camion aperçu sur le bord de la route. Elle y retourna donc avec eux pour enquêter. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont découvert sous une couverture verte, à environ 10 mètres de la route, le corps d'un petit garçon. Ce petit garçon avait les cheveux blonds et les yeux bleus, et il portait un sweat à capuche gris camouflage, mais la police n'avait aucune idée de son identité. Ainsi, pendant des jours après la découverte du corps, les enquêteurs ont demandé l'aide du public pour identifier l'enfant. Ils ont publié une image générée par ordinateur de son apparence possible de son vivant. De plus, la police a demandé au public de rester attentif à la Toyota Tacoma bleu marine qui avait été aperçue sur le bord de la route. Pendant que la police tentait d'identifier le garçon et de retrouver leur suspect, une autopsie a été pratiquée sur le corps de l'enfant. Il avait des taches rouges autour des yeux et un bleu sur la joue. Il a été déterminé qu'il était décédé par asphyxie et le décès a été qualifié d'homicide. Après l'autopsie, le corps de l'enfant est resté non identifié plusieurs jours. C'est seulement le 17 mai que le garçon a finalement été identifié comme étant Camden Hughes d'Irving, au Texas. Alors, que faisait-il aussi loin, dans le Maine? Camden n'a été identifié que lorsqu'un ami de la famille du Texas a contacté les autorités du Maine après avoir vu la photo générée par ordinateur diffusée nationalement par la police. Cet ami de la famille a également informé la police que Camden et sa mère, Julianne, auraient récemment séjourné dans un hôtel à Hampton Beach, dans le New Hampshire. Après avoir reçu l'information,
les enquêteurs de la police d'État du New Hampshire et de Hampton ont interrogé les commerçants de Hampton Beach pour recueillir d'autres renseignements sur Camden, Julian et leur hôtel. Les autorités ont interrogé un hôtelier de la promenade de Hampton Beach qui a déclaré à la police qu'une femme ressemblant à Julian cherchait à négocier une chambre à 5 $. La police a ensuite appris que Julian était en fait allée plusieurs kilomètres plus loin, sur la route 1 jusqu'au Stone Gable Inn, et qu'elle y avait pris une chambre. Les enquêteurs se sont donc rendus à l'hôtel et ont cherché des indices sur ce qui était arrivé à Camden et où Julian était allé. Certains des autres clients qui séjournaient au motel au moment où Julian et Camden y étaient ont parlé aux autorités. Un client a dit à la police qu'il pensait que Julian n'avait passé qu'une nuit au motel et que, lorsqu'il l'a vue, elle était échevelée et avait les cheveux très en désordre. Il a cependant affirmé n'avoir jamais vu le petit garçon avec elle. Ce client de l'hôtel a également dit à la police qu'à un moment donné, il était passé devant la chambre de Julian et qu'il l'avait entendu crier. Il a précisé que c'était typique d'un parent en colère. Mais encore une fois, il n'a jamais vu ni entendu Camden. Ce client a également affirmé avoir salué Julian le lendemain et qu'elle semblait paniquée. D'autres clients qui avaient séjourné au motel ont dit à la police que Julian ne semblait pas être une personne très agréable et qu'elle allait en fait demander des cigarettes gratuites aux gens. Puis, dans la matinée du 18 mai 2011, une policière d'État du Massachusetts a arrêté un pick-up Toyota Tacoma bleu sur une aire de repos près de I-495 à Chelmsford, dans le Massachusetts. Plus tôt ce même matin, vers 10h20, la police d'État du Massachusetts a reçu un appel d'une conductrice de camion qui, après avoir vu les reportages, a repéré le camion recherché. Et lorsque les agents ont arrêté le pick-up bleu marine, ils ont découvert qu'il s'agissait bien de Julian McCreary, la mère de Camden. Elle a fait des déclarations incriminantes à la police et a été placée en garde à vue. Julian a avoué aux policiers d'État avoir tué son fils Camden et envisagé le suicide. Le pick-up a été emmené au poste de la police d'État à Danvers pour être examiné et Julian a été conduite dans un hôpital local pour une évaluation de sa santé mentale. Après cette évaluation, Julian a ensuite été placée en détention et elle a été inculpée de meurtre au second degré en lien avec la mort de son fils Camden. Elle a également été inculpée comme fugitive de la justice. Lorsque Julian a parlé avec la police, elle leur a dit que la raison pour laquelle elle avait tué son fils était qu'elle voulait aussi se suicider et qu'elle ne pensait pas que quelqu'un dans sa famille était capable de s'occuper correctement du garçon. Donc, ne voulant pas qu'il soit placé par les services sociaux, elle a décidé que la meilleure solution serait de le tuer puis de se suicider. Et pour y parvenir, Julian a dit à la police qu'elle avait prévu de prendre des graines de ricin. Apparemment, elle avait conduit avec Camden depuis le Texas jusqu'au Maine, car le Maine est l'un des rares endroits où l'on peut légalement acheter des graines de ricin qui contiennent de l'aricine, un poison mortel. La mère a aussi dit avoir profité du trajet vers le Maine pour envisager différentes façons de tuer son fils. Arrivée dans le Maine le 12 mai, Julian s'est arrêtée pour acheter des graines de ricin. Elle et Camden avaient ensuite passé la nuit au motel à Hampton Beach. Julian a ensuite affirmé que, le matin du 14 mai, elle avait mis les graines de ricin dans sa bouche et avait commencé à les mâcher, pensant que cela mettrait fin à sa vie. Puis, pour une raison inconnue, elle s'est arrêtée. Et même si elle a décidé de ne plus se suicider, elle a décidé qu'elle allait quand même tuer son fils Camden. Alors elle lui a donné une forte dose de Nyquil pour qu'il ne soit pas pleinement conscient de ce qui allait suivre. Après avoir donné le médicament à Camden, Julian a attendu 1 heure, puis a mis tous les oreillers de l'hôtel par terre. Elle avait ensuite placé son fils, Camden, face contre les oreillers, mettant sa main sur sa bouche avant de l'étouffer. La pression exercée par Julian sur Camden avait été si forte qu'elle avait causé un hématome sur un poumon et à la base de son crâne. Elle a aussi dit à la police que, pendant qu'elle étouffait son fils, ses bras et ses jambes se débattaient pendant un moment avant de s'immobiliser. Une fois que toute vie avait quitté son petit garçon de 6 ans, Julian a alors pris Camden, l'a enveloppé dans sa couverture verte préférée et l'a placé à l'arrière du camion. Elle avait choisi de faire cela très tôt le matin afin que personne ne la voie. À partir de là, la mère a conduit le long de la route 4, repassant finalement dans le Maine. Bien qu'elle ait cru qu'elle se trouvait toujours dans le New Hampshire lorsqu'elle avait emprunté Dennett Road, c'est là qu'elle avait laissé le corps de Camden, dans les bois à environ 10 mètres du bord de la route, là où elle pensait que son corps ne serait pas découvert. Et elle aurait peut-être eu raison sans Lisa Gove. Bien que Camden ait été vu pour la dernière fois à l'école le 6 mai, il n'avait pas été signalé comme disparu parce que sa mère, Julianne,
continué d'appeler l'école pour leur dire qu'il était malade, souffrait d'une appendicite et ne viendrait pas. Donc, Julian avait fait des efforts pour signaler l'absence de Camden, ce qui signifiait qu'elle prévoyait probablement de retourner seule au Texas. Les proches de Julian décrivaient la mère comme aimante mais tourmentée, sujette à des sautes d'humeur qui l'entraînaient à faire de longs trajets en voiture. Elle avait l'air d'être une mère aimante sur les réseaux sociaux. Elle avait publié plusieurs photos de Camden sur sa page Facebook, ainsi que plein de vidéos adorables de lui sur sa chaîne YouTube. De plus, il y avait des signes que Camden avait été bien soigné avant sa mort. Il avait les mains et les ongles propres et il ne semblait pas souffrir de malnutrition. Une amie de Julian a même dit qu'elle n'aurait jamais pu imaginer que son amie fasse du mal à son fils Camden. Elle n'était même pas violente. C'était une personne passive, a affirmé l'amie. Mais après avoir parlé avec des connaissances de Julian, les autorités avaient également appris que la mère s'était sentie gênée par la présence de Camden dans sa vie. Elle avait donc prévu de retourner au Texas sans lui. Julian avait également parlé avec sa mère, Lou Ray, peu de temps après avoir tué Camden, et Lou Ray a déclaré que tout semblait normal. Elles avaient discuté du Texas et du fils aîné de Julian, Ian. Julian avait même proposé à sa mère d'aller déjeuner ensemble dans quelques jours, une fois de retour au Texas. D'après Lou Ray, sa fille n'a jamais laissé entendre qu'elle se trouvait aussi loin qu'au New Hampshire, et elle croyait que Julian et Camden étaient tous les deux au Texas lorsque les appels ont eu lieu. Lou Ray, la mère de Julian, a affirmé ignorer pourquoi sa fille avait tué son petit-fils, n'ayant jamais constaté chez elle de signes de négligence ou de maltraitance. Elle a dit que Julian avait toujours été une excellente mère. Et ce n'était pas seulement la famille et les amis de Julian qui étaient choqués. L'autre grand-mère de Camden, Shirley Miller, a affirmé qu'elle n'aurait jamais imaginé ce cauchemar. Shirley a dit que même si Julian avait parfois des accès de colère, ce n'était jamais contre Camden. Elle restait toujours très patiente et dévouée envers son fils. La grand-mère n'arrivait pas à imaginer Julian comme le genre de personne qui non seulement tuerait son fils, mais l'abandonnerait aussi au bord de la route. Il a également été révélé que Julian avait déjà tenté de se suicider avec des graines de ricin avant la naissance de Camden. Julian avait un petit casier judiciaire, mais elle n'avait jamais été accusée de crimes violents. Elle avait été accusée de possession en vue de la distribution, de prostitution et de possession d'une substance contrôlée. Cependant, la mère n'avait aucun antécédent de maladie mentale. Puis, en novembre 2011, Julian McCreary a plaidé coupable de meurtre au 2e degré. Son avocat a déclaré qu'il pensait que Julian voulait emmener à la fois elle-même et son fils au paradis. Elle avait dit à son avocat « J'aime beaucoup mon fils, je sais où il est au paradis et je veux y aller dès que possible. » L'avocat de Julian a également déclaré qu'une défense fondée sur l'irresponsabilité pour cause de trouble mental avait été envisagée, mais que sa cliente l'avait rejetée, car elle avait choisi d'assumer la responsabilité de ses actes. Et avant que la sentence de Julian ne soit prononcée, plusieurs membres de sa famille ont pris la parole au tribunal, y compris sa mère, Lou Ray, son fils, Ian, et son frère, Chris Hughes. Tous trois se retrouveraient face à Julian au tribunal pour lui dire qu'il l'aimait et qu'elle leur manquait. Il lui avait également pardonné pour son crime. Le fils aîné de Julian, Ian, lui a dit « Je t'aime beaucoup. Tu as toujours été une mère formidable. Ça me rend triste que tu ne verras pas la personne formidable que je deviendrai. Mon frère me manque, mais je t'ai pardonné. Cela semble terriblement rapide de pardonner quelqu'un pour quelque chose d'aussi atroce, mais c'est juste mon avis. » Plusieurs membres de la famille de Julian ont même supplié le juge d'alléger sa peine afin qu'elle puisse passer du temps en dehors des murs de la prison avec son autre fils, Ian. Pourquoi est-ce que tu te soucierais qu'elle puisse passer du temps avec son autre fils? Je n'en ai aucune idée. Elle en a déjà tué un. Elle ne devrait probablement pas être près de l'autre. Et le frère de Julian, Chris, dirait qu'il savait, au plus profond de lui-même, que sa sœur reviendrait sur ce qu'elle avait fait si elle le pouvait. La juge a reconnu que même si elle comprenait que la mère de Camden, Julian, souffrait de la perte de son fils, en conscience, elle ne pouvait pas réduire la peine qu'elle s'apprêtait à prononcer. Julian a été condamnée à une peine allant de 45 ans à la perpétuité dans une prison d'État du New Hampshire. Elle a également été obligée de suivre tout accompagnement psychologique prescrit par le système. Elle aura au moins 87 ans avant de pouvoir prétendre à une libération. Lou Ray McCreary, la grand-mère de Camden, ne croyait pas que sa fille avait agi par méchanceté, mais pensait plutôt que quelque chose en elle avait simplement craqué. Elle a aussi évoqué son petit-fils lors de l'audience. Elle a parlé de combien Camden était spécial et à quel point la bibliothèque était l'endroit préféré de Camden et Julian pour être ensemble, parce que Camden aimait tellement lire.
Elle a affirmé que Camden lisait au niveau CE2 et suivait un programme pour élèves doués en maternelle grâce aux efforts constants de sa mère pour l'aider à apprendre. Ensuite, Julianne elle-même a parlé de combien elle était désolée pour la douleur et la souffrance intense qu'elle avait causée à son fils Camden. Elle a dit « Il n'a absolument rien fait pour mériter cela de ma part. Et il n'a jamais été un inconvénient pour moi. Ma peine est intense et insupportable. Il fallait y penser avant. » Elle a aussi pleuré et parlé de combien son fils Camden était vraiment extraordinaire. De plus, Julianne a remercié les communautés du Maine et du New Hampshire pour leur immense soutien envers Camden. Et elle a remercié Linda Gove, la femme qui, avec sa famille, avait trouvé le corps de Camden ce jour-là sur le bord de la route. Près de l'endroit où le corps de Camden a été retrouvé, des croix, des dizaines de peluches, des bougies, des fleurs, une balle de baseball et d'autres objets pour enfants ont été déposés. Un morceau de papier encadré disait « Que Dieu bénisse ce petit garçon ». Ces funérailles ont ensuite eu lieu le samedi 28 mai 2011 à l'église baptiste Calvary de Grand Prairie, au Texas, où plus de 100 personnes étaient présentes. Linda Gove, qui avait découvert le corps de Camden, a pris la parole à la cérémonie funéraire et a dit « Camden méritait d'être aimé. Sa vie s'est tragiquement terminée, mais il est très aimé par vous tous ici ce soir. » Ian, le frère aîné de Camden et porteur du cercueil, a dit que Camden ne voudrait pas qu'il soit triste. Il a également dit à propos de son petit frère « C'était la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je l'aimais plus que tout. » Camden a ensuite été enterré au Grand Prairie Memorial Gardens. Des dizaines de personnes baissent la tête en mémoire d'un garçon resté jusque-là sans nom. Ils vont observer un moment de silence pour honorer Camden Pierce Hughes. Le corps du petit Hughes, 6 ans, a été abandonné samedi matin dans une zone isolée de South Berwick. Les enquêteurs ont mis 5 jours à l'identifier avant de faire une avancée. Ce soir, à la veillée aux chandelles, l'homme ayant découvert le corps du jeune enfant prend la parole pour la première fois. Alors même s'il n'est pas de ma chair et de mon sang, j'ai l'impression qu'il l'est. Et nous sommes tellement heureux de les accepter. Eux, ils décident qu'ils ne veulent pas l'accepter. Des applaudissements ont éclaté après que l'homme se soit adressé à cette foule de 300 personnes, toutes venues rendre hommage au garçon qui n'est plus inconnu. J'étais un peu soulagée, mais il disait qu'il avait été considéré comme un membre de la famille dès le premier jour. Donc même si nous savons qu'il a une famille, il reste quand même le nôtre. Et cette communauté pleure la mort de Hughes comme s'il était l'un des leurs. Beaucoup ont déposé des fleurs, des peluches et des jouets sous une couronne portant son nom. C'était un de mes jouets préférés. Pourquoi as-tu fait ça ? Parce que c'est juste un gentil petit garçon. Il n'avait pas à mourir si jeune. Pourquoi Hughes est-il mort si jeune ? Cette question, comme d'autres, hante toujours la communauté. Pourquoi ? Vous savez, il n'y a pas de raison. C'est un enfant. Un enfant complètement innocent. Un enfant innocent que ceux présents ici connaissent sous le nom de Camden Pierce Hughes. Heureusement, quelqu'un a vu par la fenêtre ce matin-là. Peut-être que les gens y prêtent attention maintenant. Il peut enfin être enterré dignement, comme il le mérite. Merci d'avoir écouté l'histoire de Camden aujourd'hui. Cette histoire est vraiment étrange, la mère de Camden n'ayant jamais donné de motif pour expliquer pourquoi elle a tué son fils, et il n'y avait aucun signe avant-coureur, même juste avant le drame. Alors, y avait-il un moyen d'empêcher cette tragédie avant qu'elle ne se produise ? Ça me fait vraiment me demander aussi, avait-elle vraiment l'intention de se suicider, ou était-ce juste une histoire pour détourner l'attention ? Elle avait conduit jusqu'au Maine juste pour se procurer les graines de ricin afin de mettre fin à ses jours. Je suppose que c'était le plan initial, mais les choses ont changé en cours de route. Pourquoi elle a décidé que c'était quand même une bonne idée de se débarrasser de son fils, je n'en ai aucune idée. Peut-être que les fèves de ricin servaient seulement de couverture, car elle voulait en réalité la disparition de son fils.